Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit, un numéro dans lequel nous allons poursuivre la lecture du roman de Jérôme Attal intitulé Aide-moi si tu peux et paru aux éditions Robert Laffont, un roman que nous avons commencé à vous proposer il y a de cela quelques émissions et dont nous allons vous proposer l'intégralité de la lecture. Alors il y a de cela quelques émissions, vous démarriez la lecture avec Louise Pasteau et Laura Gudis et puis nous avons repris ensemble lors de la précédente émission cette lecture que nous allons mener à son terme. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'intégralité de ce roman sur les replays qui vous sont proposés sur le www.d8.tv pour ceux qui auraient raté le début de la lecture. Pour la suite, ce sera tout à l'heure, juste après une nouvelle édition de la rubrique des questions-réponses, cette rubrique qui vous donne la parole et dans laquelle vous vous exprimez, la rubrique qui est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs qui seront peut-être un jour à la place de Jérôme Attal, donc des auteurs dont on lira ici les romans parus. Donc vous le savez, vous participez à cette rubrique, notamment avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Vous m'envoyez vos suggestions de lecture, vos remarques sur l'émission et comme je le disais à l'instant, aussi vos textes si vous écrivez et je les lis ici à l'antenne avec beaucoup de plaisir. C'est notamment ce qu'a fait Frédéric Cognot. Frédéric Cognot qui nous a envoyé l'un de ses textes intitulé Première culotte qu'il dédie à sa fille et qui est disponible sur le site ipagination.com sur lequel vous pouvez non seulement le retrouver mais aussi le partager et le commenter et aussi entrer en rapport direct avec l'auteur de manière à échanger avec l'auteur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site ipagination.com. Voilà, vous savez tout, je vous propose de tendre l'oreille et de découvrir donc ce joli texte, ce joli poème intitulé Première culotte, signé Frédéric Cognot et dédié à sa fille. Très belle écoute à vous. Première culotte par Frédéric Cognot via ipagination.com. Mais où vas-tu, coquine, avec ton lasso d'or? Je m'en vais dans le ciel à 2 pas de la lune, attraper une étoile en chemin à la brune. Je me sens plus légère et d'esprit et de corps. Car vois-tu, j'ai laissé, pour voler dans le vent, cet attirail trop lourd qui me tenait à terre, qui me suivait partout pour pincer mon derrière. Ce n'était qu'un fardeau toujours plus encombrant. Ainsi, tu ne mets plus, en ce grand jour d'estime, 2 couches en baudrier qui servaient de buvard. Je porte une culotte, et pas que pour la frime. Elle est couleur bleu nuit, pour me coucher plus tard. Je décolle à présent avec l'audace en prime, libre, je monte accru sur le dos d'une rime. À ma fille. Voilà, merci beaucoup pour ce très joli texte. Il est non seulement très bien écrit, mais en plus on sent à quel point il est touchant puisqu'il est adressé à votre fille et on voit voilà, l'émotion du papa qui voit sa fille se défaire de cette couche qui sert de buvard à sa fille pour aller vers sa première culotte. C'est toujours un grand moment la première culotte, c'est comme le premier pas d'un enfant, on suit tout ça comme le premier mot et donc on est très touché avec vous Frédéric Cognot, merci d'avoir partagé avec nous ce texte. Un texte, je le rappelle, qu'on retrouve sur ipagination.com si on veut le commenter, entrer en contact avec l'auteur ou le partager. Et puis si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas, vous nous dites ce que vous en avez pensé de ce texte. Alors hashtag première culotte et hashtag VBN qui est le hashtag officiel de cette émission. Et vous nous dites première culotte, qu'est-ce que j'en ai pensé? Hashtag première culotte, c'était bien, c'était pas bien. Moi aussi j'ai écrit un truc, ah c'est super, c'est qui cet auteur? Faut absolument que je regarde ce qu'il écrive d'autre, etc., etc., etc. Et puis voilà, et puis comme ça on communique et on fait grandir cette grande communauté de voyageurs littéraires nocturnes. Justement, cette communauté de voyageurs littéraires nocturnes qui attend avec impatience la suite de la lecture du roman de Jérôme Attal intitulé Aide-moi si tu peux et paru aux éditions Robert Laffont. Eh bien, je ne vous fais pas languir plus longtemps et je vous replonge avec moi en plein cœur de ce roman pour suivre les aventures de notre policier et de sa jolie coéquipière et poursuivre, puisque c'est là où nous en sommes, l'interrogatoire des camarades de classe de la jeune fille qui est donc notre victime, cette Tamara, dont on suit l'enquête autour de sa mort. Alors, je vous souhaite une très très belle lecture. Tendez l'oreille, on est ensemble, vous le savez, jusqu'au bout de la nuit. Je fixais le bas de ses fesses et regrettais qu'elle ne fût sans doute pas autorisée à venir en short au lycée pour connaître le genre de tatouage dont Tamara aurait voulu s'inspirer. Elle déclina son identité et Spark démarra l'interview. La mère de Tamara et certains élèves que l'on a auditionnés nous ont confirmé que vous étiez son amie la plus proche au lycée. C'est vrai,
On se voyait souvent en dehors aussi, le samedi soir quand c'était possible. Elle semblait sincèrement émue. Ne nous laissant pas le temps de poser une deuxième question, elle demanda « Vous croyez que Tamara est la fille à la tête coupée dont on parle aux informations ?»« C'est probable, dis-je. » Spark me jeta un énième regard courroucé. Elle posa une main amicale sur le genou d'Angélique Puech. Nous n'avons pas encore reçu les résultats d'expertise. À l'heure actuelle, rien ne nous permet de l'affirmer. Nous enquêtons juste sur la disparition de Tamara. Plus de 50 000 personnes disparaissent chaque année en France, intervins-je. Il vaut mieux avoir un rétroviseur visé sur la tronche quand on sort dans la rue pour aller chercher le pain. Prudence me rappela à l'ordre. Ces chiffres des disparitions ne concernent pas tous des enlèvements. Jusqu'à ce qu'on intervienne, dis-je dans un sourire. Ma collègue se reconcentra sur son interrogatoire. Angélique, avez-vous vu Tamara? Quand avez-vous vu Tamara pour la dernière fois? En cours de sport. Elle a tracé dans la forêt. C'est un truc qu'on fait de temps en temps. Au lieu de courir comme des chèvres sous le coup de sifflet, on se retrouve dans une clairière à l'abri du prof et on fume un ou deux ouinges. C'est sympa, ça nous déstresse. À la fin du week-end, son voisin l'a cherché partout. Je lui ai dit ce que je suis en train de vous raconter. Son voisin? L'adolescent au vélo, dit Jaspark. Il a aussi son permis de conduire, précisa la jeune fille. C'est parfois utile pour les sorties du samedi soir. Mais c'est un fragile. Il fait une fixation sur Tamara. Comme Brandon, dis-je. Angélique souffla par le nez. Elle prit un air désinvolte. Brandon, c'est une brute. Il a coincé une fois dans les vestiaires et l'a forcé à avoir un rapport sexuel. Rien d'autre. Prudence Sparks eut l'air tout à fait estomaqué par cette histoire. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui s'est passé? Brandon a forcé Tamara à mettre ses lèvres sur sa braguette ouverte. Pour dire les choses poliment. Et qui est au courant? Tout le monde? Tout le monde est au courant. Les professeurs? Ah non, non, pas les professeurs, juste nous, les élèves. C'est Tamara qui s'est confiée à vous? Non, c'est Brandon. Il s'est vanté auprès de quasiment toutes les premières et terminales. Mais enfin, mais c'est très grave, enfin. Comment Tamara a-t-elle réagi? On n'en a jamais vraiment parlé, je crois que ça va. Tout d'un coup, Angélique se rembrunit. Elle venait de s'apercevoir du génie comique de ses dernières paroles. Si la fille du congélo était Tamara Georgin, les choses étaient à 1000 lieues de bien aller pour elle. Je pris le relais. Tu nous dis que son voisin est venu te voir? Oui, le week-end après la disparition de Tamara, sur son vélo. Il avait l'air en panique. Je lui ai dit ce que je vous ai raconté. Que la dernière fois que j'ai vu Tamara, c'était pendant l'heure de sport. Je crois qu'il a tracé en direction de la forêt. Depuis, pas de nouvelles. Il a peut-être trouvé quelque chose, dit Sparks à mon attention. J'acquiesçais. Elle reprit. Il devient urgent de l'interroger. Mademoiselle Puech, comment voyez-vous Tamara? Quand vous pensez à elle, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Angélique Puech marqua une pause. Puis elle dit cool, belle, délurée, mystérieuse. Ma coéquipière nota chacun des mots dans un carnet. Elle leva la tête vers Angélique et se mordit la lèvre inférieure, signifiant qu'elle était sincèrement désolée de ne pouvoir faire grand-chose. À ce stade de notre enquête, Angélique dit « J'espère sincèrement qu'elle va sortir du bois et qu'on va reprendre notre vie normale. Cet été, elle m'avait promis de mettre les poèmes que j'écris en musique. » Les filles d'aujourd'hui écrivent des poèmes? M'étonnai-je. Ouch, le monde n'est pas si foutu que ça alors. Prudence rebondit avec une question qui n'était pas juste une réaction d'humeur, mais qui permettait de basculer plus précisément sur notre enquête. Tamara était musicienne. Elle jouait d'un instrument? De la guitare, oui. Elle avait même commencé à prendre des cours. Je crois aussi qu'elle passait pas mal de temps à enregistrer des vidéos de chansons célèbres dont elle faisait des reprises. Je lui avais demandé où est-ce qu'on pouvait les voir, pourquoi elle ne mettait pas les liens sur sa page Facebook. Elle m'a dit qu'elle était toujours en train de s'améliorer et qu'elle le ferait une fois que ce serait au point. Elle doit avoir une chaîne YouTube sous un pseudo, en attendant qu'elle soit contente. Elle est tellement sensible à la critique. C'est pour ça qu'elle s'est laissée faire par Brandon, demandai-je. Je poussai un cri de douleur. Sparks venait de m'envoyer le pointu de sa bottine en plein dans le tibia. Elle demanda à la jeune fille « Savez-vous où elle est allée prendre ses cours? Chez un particulier, au conservatoire? Je sais pas. Je sais juste que c'était ici, à Saint-Germain-en-Laye. » Très bien, Angélique.
As-tu autre chose à nous dire qui te vienne à l'esprit, une piste sur laquelle nous ne t'ayons pas lancé et qui puisse nous aider à résoudre l'énigme de la disparition de Tamara? Non, je suis désolé, je vois pas. Si quelque chose vous revient, dit l'inspectrice, voici ma carte. Voilà, ajoutai-je, comme lorsque tu sors d'une interro et que les bonnes réponses t'arrivent dans le bus qui te ramène chez toi. Angélique Puech haussa les épaules. Alors qu'elle se levait pour quitter la pièce, je l'interpellai. Au fait, puis-je te demander ce qu'il y a d'inscrit sur le bas de tes fesses, ton tatouage? Elle rougit comme une pivoine, tordit son cou pour regarder dessous son épaule comme si son jean était transparent ou que j'étais doué d'une vision X-ray. Sans trouver la réponse, elle capitula et dit simplement une phrase coupée en deux. Fuck d'un côté, the world de l'autre. Maxime Fourque échangeait maintenant assez régulièrement avec Daisy Hawkins 666. Bien sûr, il n'était pas dupe et savait, en bon connaisseur de l'œuvre des Beatles, que cette Daisy Hawkins était un pseudonyme. À l'origine, le véritable nom de l'héroïne fictive de la chanson, Eleanor Rigby. Cette chanson, écrite par Paul McCartney, qui parle des affres de la solitude, relate le parcours d'une vieille fille qui nettoie le sol des églises. Voilà pourquoi le chiffre 666, associé au démon et attaché à Daisy Hawkins, avait tout pour intriguer. Et Maxime n'arrêtait pas de spéculer sur la véritable identité de la personne qui lui avait laissé des commentaires élogieux sur ses reprises. C'était inscrite à sa chaîne YouTube et avec laquelle il échangeait dorénavant par mail sur son amour des Beatles et la pratique de la guitare environ 1 à 2 fois par jour. La conclusion à laquelle il s'attachait fut que cette personne était une jeune femme d'environ 25 ans qui, après une éducation musicale baignée de métal et de hard rock, s'était convertie à la musique pop. Helter Skelter, sur l'album Blanc, pouvant être le sas d'entrée, et accompagnait sa rédemption en projetant de mettre en ligne ses propres vidéos de covers. Quelle ne fut donc pas son émotion quand, début mai, elle lui envoyait un courrier électronique pour lui dire que le grand jour était arrivé. Elle était prête à mettre en ligne 2 de ses premières reprises. Il reçut ce mail à 17h07 alors qu'il était encore retenu par une bonne heure de travail. Il eut du mal à achever l'épluchage des nouveaux dossiers et des comptes associés qu'il avait accaparés depuis le début de l'après-midi et faillit à 3 reprises s'isoler dans l'espace détente pour aller découvrir sur son téléphone les 2 vidéos mises en ligne. Mais il se fit violence, se raisonna en estimant qu'il y prendrait un plaisir décuplé en les découvrant dans de bonnes conditions sur son ordinateur 27 pouces et avec un système de son Dolby Surround. Ce serait aussi la première fois qu'il verrait le visage et la silhouette de Daisy Hawkins 666 et depuis plusieurs semaines, son imagination était passée par différents stades d'excitation. Tout d'abord, il l'avait imaginé d'après le portrait de la jeune caissière du Carrefour Market où il avait ses habitudes. Une émo, toujours vêtue de noir et de violet, qui ne décrochait jamais un sourire et ne faisait guère l'effort de le reconnaître même les samedis où il lui arrivait de passer 2 fois à la caisse. Il s'obstinait pourtant à lui trouver du charme, avec ses cheveux retenus par une barrette à tête de mort et la délicatesse de son visage fin et laiteux, doté d'un irrésistible petit nez en trompette, à la narine percée par une sorte d'épingle de nourrice couleur métal. Par la suite, Daisy Hawkins 666 avait pris les traits de la fille d'une amie de sa mère qu'il avait vaguement croisée lors de sa dernière visite à Bois-Colombes quand il était venu chercher une pile de CD qui croupissait dans la cave pour aller les revendre en solderie. Juste de quoi au final se payer un ticket de métro, le voyage retour et un dîner chez McDo. La fille était une grande courge élastique de plus d'1,80 m, mais elle avait de beaux yeux clairs, mélancoliques, en papier buvard, et portait, lors de leur seule et unique rencontre dans le salon de sa mère, un fin pull noir qui accentuait le galbe de sein qui l'avait fait soudainement rêver de vacances au soleil et de fruits sur les marchés du midi, lui qui, dans sa carrière amoureuse, n'avait connu que des femmes plates pour lesquelles le soutien-gorge était une fantaisie tout à fait dispensable. Au final, après s'être connecté sur un site à contenu pornographique à la recherche de contenu inédit, contrairement aux chansons des Beatles, le répertoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui se dessape et couple aux yeux de la planète entière était inépuisable. Il s'était représenté Daisy Hawkins 666 à l'image de la sensuelle brunette à la taille fine et aux beaux cheveux raides de type espagnol style Penelope Cruz qui, dans les 11 minutes suivantes selon l'intitulé de la vidéo, léchait la chatte rasée de son ami en écoutant ses soupirs et ses gémissements.
Elle portait une magnifique culotte blanche, aussi fine qu'un bandeau sur les yeux, et une nuisette de couleur rose brodée et transparente, dont elle devait se débarrasser à la 57e seconde. À la sortie de sa tour de bureau, Maxime pressa le pas en direction de l'esplanade. Il était excité, comme pour un premier rendez-vous galant, sauf qu'il ne se rendait pas dans tel ou tel café de la place des Innocents ou de la rue des Martyrs, mais bel et bien chez lui, dans son pavillon de Puteaux, devant son écran d'ordinateur. Les silhouettes fantomatiques et pressées qu'il croisait sur sa route ou qu'il dépassait en contournant les entrées et les sorties du RER A lui parurent encore plus étrangères à son bonheur que d'ordinaire. Il fendit la foule en un éclair, un sourire béat accroché à son visage comme lorsque l'on replie pour la énième fois le texto d'une personne qui nous plaît plus que de raison et dont l'intérêt réciproque se dévoile enfin, de manière inattendue, à notre cœur et pour nos seuls yeux. Une fois rentré chez lui, après avoir suivi la scène par l'intérieur de la ville, il alla se chercher un coca frais dans le réfrigérateur et monta l'étage se connecter sur l'ordinateur qui trônait dans une pièce aux mêmes dimensions que sa chambre et aménagée en bureau. Deux petits sons qui couvrirent l'un l'autre, l'alerte de l'ordinateur à l'allumage, le pchit mécanique de la canette qui se décapsulait. Il entra son mot de passe, se connecta à sa boîte mail, suivit le lien que Daisy Hawkins 666 lui avait envoyé, rentra un nouveau mot de passe qu'elle avait indiqué dans son mail et fut mis en face de deux vidéos à l'image figée qui montraient une séduisante adolescente d'environ 16-17 ans tenant malhabilement une guitare en équilibre sur ses genoux. Sans plus attendre, il cliqua sur la première vidéo. Dans l'attente d'un énième candidat, je me penchai vers ma coéquipière. Fuck the universe. Pardon ? Tamara. Sa mère nous a dit qu'elle souhaitait se faire tatouer un message similaire à celui de sa copine et que l'inscription se terminait par The Universe. Vous croyez qu'elle a voulu voir les choses en grand et qu'à la place de Fuck the World, elle a jugé bon de préférer, vu l'état de délabrement du monde, Fuck the Universe ? Capitaine, je trouve que vous dites beaucoup de gros mots dans une salle qui est censée être la maison du Seigneur. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est Dieu. Je ne sais pas si Dieu parle anglais, dis-je pour ma défense. God only knows, chantonna Sparks. Je l'interrogeai en écarquillant les yeux. C'est une chanson des Beach Boys, me dit-elle. Vous ne la connaissez pas ? Elle est pourtant très connue. Je fis la fine bouche. Ouais. Quelle année ? Dans les 60s ? Connais pas. En tout cas, Prudence, vous avez une jolie voix. Un peu fluette, il faudra l'exercer pour qu'elle soit bien sonore dès l'aube, et ça ira. Vous donnez des cours de chant ? Non, mais c'est un atout dans la profession si on a une voix qui porte. C'est utile pour hurler « Ouvrez, police !» sur le palier d'un suspect dès 6 heures du matin. Si vous avez la voix d'un vatou-vatou, ça le fait pas. La voix de qui ? Cherchez pas, vous pouvez pas connaître. Un dessin animé, dans les 80s. Deux derniers élèves entrèrent dans la salle de catéchisme. Celle que je désignerais du genre première de la classe puissance Fayotte se dirigea vers Prudence et j'écopais du garçon. À sa dégaine à la fois hautaine, mal dégrossie et désinvolte, je sus en un clin d'œil à qui j'avais affaire. Je tournai ma chaise et m'assis dans le sens opposé, mes bras en tailleur, sur le rebord. Je le priai ensuite de s'asseoir en face de moi. « C'est toi, Brandon. Vous avez entendu parler de moi ? Tu jettes ton chewing-gum, s'il te plaît. Je vois pas de poubelle. C'est parce que t'as un crâne trop petit pour porter des lunettes. Elle tomberait en permanence. Jette ton chewing-gum, s'il te plaît. » insistai-je, tout en lui offrant la paume de ma main. Je me ravissais aussitôt. Attends une seconde. C'est un malabar ? Un quoi ? Un malabar. Tu peux faire des bulles avec ? T'as encore l'emballage avec l'histoire à l'intérieur ? Je sais pas, c'est juste un chewing-gum. Ok, laisse tomber, crache. L'adolescent, rugueux, considéra la paume de ma main, puis m'interrogea du regard avec défi pour déceler si je lui tendais ou non un piège. Suite à quoi, il cracha sans ménagement, éclaboussant de sa salive infecte le bord des manches de mon t-shirt Albator. Je lui dis « Tu vois, ce qu'il y a dans ma main, ce petit truc visqueux, c'est ta cervelle. Il va quand même falloir répondre à mes questions. Tu te sens prêt ?» « Keg !» cria Prudence du fond de la pièce, comme pour me rappeler à l'ordre.
Elle m'observait du coin de l'œil avec un certain agacement, dégoûté qu'on lui ait collé dans les pattes une petite faillotte que Tamara n'avait sans doute jamais calculée de toute son existence de lycéenne. Brandon pouffa par les naseaux. « C'est votre nom, ça? Cag? C'est pas un nom. Bien vu, l'ado, c'est un surnom. Mon nom, c'est Caglia, capitaine, comme lui. » dis-je en découvrant légèrement les deux pans de ma veste, histoire de lui faire admirer le dessin de pirate à la balafre et du flingue effilé qu'il portait, deux créations du génial Leiji Matsumoto. Mes collègues m'appellent Cag, parce qu'il paraît que je suis un vrai chieur pour les marlons dans ton genre, pour les marlous dans ton genre. L'adolescent haussa les épaules et s'intéressa à la petite beauté anglo-saxonne qui venait d'interagir depuis sa place contre la fenêtre. Je préférerais être interrogé par elle. Ouais, mais c'est pas possible. La chance n'est pas avec toi. Comme dans les dîners, où t'es toujours placé à l'opposé et du même côté que la seule fille potable de la soirée. Je comprends rien à ce que vous dites. Tranquille. T'es pas bien avec moi? Sous contrôle du boss? Dis-je en indiquant d'un mouvement de tête le Christ en croix accroché au mur. Première question. Quels étaient tes rapports avec Tamara Georgin? Elle était dans ma classe. Première nouvelle. C'est sa tête qu'on a retrouvée dans le congélateur de Staré? Le taré, comme tu dis, était à peu près dans la même situation que ta camarade. Refroidi, mais pas congelé. À l'heure actuelle, je peux pas dire lequel des deux a commencé. Vous m'accusez à cause de la chose que j'ai faite à Tamara? Quelle chose? Toute la classe est au courant. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont cafeté. C'est pour ça que je passe en dernier? Tu passes en dernier parce que tu es dans la maison du Christ et le Christ, dans sa grande mansuétude, a dit les derniers seront les premiers. Donc, comme tu passes en dernier, tu vas sans doute être le premier à me raconter quelque chose d'intéressant. Elle s'est laissée faire dans les vestiaires. Elle aurait pu crier ou se débattre, mais quand je lui ai attrapé les cheveux, elle s'est laissée faire. Au fait, le Christ a encore un message pour toi. Tends la joue gauche. Pourquoi? Tends la joue gauche. Je te demande pas. Tends la joue gauche, je te le demande parce que c'est ma main droite qui va partir. À mon signal, maintenant. Sans autre préavis, je lui écrasai ma main remplie de son chewing-gum visqueux sur le coin de la figure. Il dégringola de sa chaise sous l'impact. La chaise aussi se cassa la figure, le métal des pieds produisant un bruit assourdissant sur le carrelage de la salle de catéchisme. Je m'interromps parce que c'est un connard, ce flic. C'est relou, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous, réagissez, #VBN, et c'est sûrement ce qu'a voulu l'auteur, qu'on ressente ça. D'ailleurs, sa coéquipière le rappelle tout le temps à l'ordre. Mais c'est un connard, c'est pas possible. Il ne peut pas rappeler à l'ordre des jeunes dans le RER qui mettent les pieds sur la banquette en disant que le monde est en déliquescence permanente et se comporter comme un véritable connard. C'est un connard. Je suis désolé, hein, il est tard, je me permets de dire ça, mais c'est fou, quoi. J'ai envie de rentrer dans le livre et de le gifler moi. Et de lui dire, mec, comment tu peux donner autant de leçons quand tu te comportes toi-même à ce point comme un connard? C'est fou. C'est fou. C'est-à-dire que il est même contre-productif pour l'enquête. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a un ado en face de lui qui est ce qu'il est et qu'on est obligé de prendre avec ça, qui pourrait rappeler à l'ordre avec des bons mots en lui donnant le bon exemple, mais t'apprends pas un mec à se comporter correctement quand la leçon, tu la lui donnes sous la forme d'un connard. C'est pas possible. C'est un connard. On met pas une gifle avec le chewing-gum dans la paume de la main. Même s'il a forcé l'ado à faire ça, il est policier, il a un devoir d'exemplarité. Ça veut dire que même si ce jeune rentre dans le droit chemin demain, ses règles et ses références, ça sera de mettre des baffes dans la gueule aux gens, et en parlant comme un connard et en se comportant comme un connard. Je suis outré, il m'énerve, mais au moins il me tient. Bon, au moins pour ça, on peut dire que l'œuvre est réussie, parce que du coup on se tient. On est du côté de la coéquipière, on a envie de le gifler et de le rappeler à l'ordre toutes les 2 secondes. Cag, calme-toi un petit peu, merde. Pardon, je suis désolé, je me suis emporté, mais ça me rend fou de rage. Dites-nous, hein, vous aussi, si vous êtes comme moi, #VBN, vous nous dites ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouvez qu'il a raison, que c'est comme ça qu'on doit traiter voilà, cette jeunesse déliquescente, comme il l'a décrit. Moi, je crois pas. Mais non, on doit donner l'exemple. S'il veut que le mec il aligne 3 mots, il a intérêt à les aligner de lui d'abord. Merde. Pardon, autant pour moi. Bon, bah, reprenons. Je suis désolé, je me suis emballé. Je m'excuse. Reprenons. Enfin, je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses. Voilà, je vais faire à l'inverse de ce que je reproche à ce personnage, je vais donner l'exemple. Il dégringola de sa chaise sous l'impact. La chaise aussi se cassa la figure, le métal des pieds produisant un bruit assourdissant sur le carrelage de la salle de catéchisme. Je vis Sparks secouer la tête et puis empêcher la petite bêcheuse qu'elle interrogeait de se retourner vers nous. Quant à Brandon, sa joue était à la fois blanche de stupeur et rouge de colère, ce que j'appelais dans mon jargon une baffe vanille-fraise. « Redresse-toi, l'ado. Un peu de dignité, voyons. » « Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. » « Je viens de le dire. »
Pardon, autant pour moi. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et alors, qui va me dénoncer? On n'est pas dans la salle des profs, que je sache. Personne ne sera au courant, sauf si je me vante. Comme toi, avec ce qui s'est passé dans le vestiaire. Oui, non mais d'accord, on comprend la leçon, on comprend le symbole, mais c'est pas par là qu'on... Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, il est policier, il parle à un ado, il est adulte, il a 1000 raisons d'être exemplaire. Alors quoi, ça veut dire que du coup, on n'est pas dans la salle des profs, on peut mettre des baffes, et puis la symbolique, est-ce que l'enfant la comprend? Je ne suis pas d'accord, et puis c'est facile. Non. Bon, reprenons. Rassure, redresse-toi, l'ado, un peu de dignité, voyons. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Et alors, qui va me dénoncer? On n'est pas dans la salle des profs, que je sache. Personne ne sera au courant, sauf si je me vante. Comme toi avec ce qui s'est passé dans le vestiaire. Votre collègue, là, elle pourrait faire un rapport à la police des polices. Tu regardes trop la télé. Et puis ma collègue, c'est une Anglaise. Elle en a rien à foutre de ce qui se passe en Europe. Oui, enfin, l'Angleterre est dans l'Europe. Hein. Excuse-moi. Parce que maintenant, du coup, je peux plus le saquer, donc je vais tout reprendre. Voilà. C'est une Anglaise, elle en a rien à foutre de ce qui se passe en Europe. L'Angleterre est dans l'Europe, quand même, que je sache. Hein. Voilà. Bon, passons. Elle parle pas français et elle entend rien à nos méthodes. C'est une sourde et muette de la France. Allez, assieds-toi. Et apprends-moi un truc que je sais pas sur Tamara Georgin. Sinon, je te gicle d'ici direction la garde à vue en racontant à qui veut l'entendre ce qui s'est passé dans les vestiaires. Et pas ta version, mais celle qui doit se rapprocher le plus possible de la vérité, qui va choquer l'opinion publique, qui, Dieu merci, a encore un semblant d'opinion pour ces choses-là. On n'est pas encore tout à fait entré en barbarie. Il reste un peu de marge, comme sur une copie double. Brandon écrasa un sanglot, accepta le Kleenex que je lui tendis. Le jour avant qu'elle se soit enfuie pendant le cours de sport, je l'ai suivie. Après l'école, dans les rues de Saint-Germain. Elle a commencé à accompagner ses copines à l'arrêt des cars sur la place du château, comme elle fait toujours. Mais ce soir-là, elle n'est jamais montée dans le bus. Elle a rebroussé chemin en direction de la place du marché. Je l'ai suivie pour savoir où elle allait. Elle est entrée dans un immeuble. Tu saurais retrouver l'adresse? Nous y conduire? Je crois, oui. Ok, attends-moi dehors. On y va dans 5 minutes. Je raccompagnais le garçon à la porte, au professeur principal qui attendait dans le couloir et s'étonna de voir l'état de chamboulement de Brandon suite à la raclée que je lui avais administrée. Je signalais « Il a eu une révélation mystique ». Là-dessus, je fermai la porte et revins m'asseoir près de ma coéquipière qui venait elle aussi de congédier sa cliente. Elle me dit « J'approuve votre discours, capitaine, mais pas forcément vos méthodes. » Exactement ce que je dis. Pardon, je sais, mais c'est déjà un premier pas. Quitter l'église anglicane. Vous êtes mûr pour devenir catholique. Puis, revenant à nos moutons, je lui confiais « Au fond, j'ai de la peine pour ce garçon. » Brandon, s'étonna-t-elle. C'est une brute, ignare, qui profite de sa force. Non, j'ai de la peine parce que ses parents lui ont donné un prénom en vogue dans les années 90. C'est son fardeau. Prudence secoua la tête avec un sourire, façon de dire que j'étais une espèce d'oiseau incorrigible. Pour la mettre de bonne humeur, je complétais ma pensée. J'ai de la peine pour lui, mais j'ai une piste pour nous. Le soir où Brandon avait suivi Tamara dans les rues de Saint-Germain-en-Laye, animé de passants pressés, dont quelques-uns seulement accompagnaient la jeune femme du regard jusqu'à ce qu'ils la perdent de vue pour passer à une autre chose, une nouvelle attraction, la continuité d'une pensée, un coup de klaxon qui, bien malgré soi, attire le regard, rien ne laissait supposer que le lendemain, elle disparaîtrait dans le calme printanier d'une forêt domaniale pour réapparaître tête la première dans le congélateur d'un habitant de Puteaux. Ville distante d'une quinzaine de kilomètres par la route, tel un tour de passe-passe audacieux et macabre. C'est vrai. Rien ne présageait cela, alors que s'est-il passé et est-ce que cette piste va nous conduire quelque part ou est-ce que c'est une impasse? Eh bien, c'est ce que nous saurons en poursuivant la lecture de ce roman signé Jérôme Attal intitulé Aide-moi si tu peux et paru chez Robert Laffont. Et la suite de cette lecture, eh bien, vous l'avez compris, ce sera dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit car pour l'heure, il est temps de nous quitter. Merci infiniment à Jean-Christophe et Camille qui ont préparé cette émission, à Damien qui était au son et à Pavol à la réalisation et merci à vous d'avoir suivi cette lecture. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement dans un nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit pour la suite de la lecture de ce roman. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.